Les mains de Clara Whitmore tremblaient. Le train en provenance de l'Est entrait en gare de Covenant dans un crissement strident. Il transportait le mari qu'elle n'avait jamais rencontré. Un doux instituteur dont les lettres promettaient de la sécurité, la gentillesse, un avenir. Mais l'homme qui descendit sur le quai balayé par le vent portait la mort comme une seconde peau. Un revolver était suspendu bas sur sa hanche. Ses yeux portaient le poids de la violence. Et quand il prononça son nom, sa voix n'avait aucune chaleur. « Je suis Elias Crow, dit-il. L'homme à qui vous avez écrit est mort. » À cet instant, Clara comprit. Elle avait commandé un mari et reçu un étranger armé à la place. Que se passe-t-il quand votre dernier espoir arrive avec une arme chargée? Si vous regardez cette vidéo depuis un coin de ce vaste monde, laissez un commentaire avec le nom de votre ville. Je veux voir jusqu'où l'histoire de Clara voyagera. Appuyez sur le bouton « J'aime » et installez-vous confortablement. Car cette histoire ne fait que commencer. Le vent du Wyoming avait un goût de poussière et d'espoir mourant. Clara Whitmore se tenait seule sur le quai de la gare de Covenant. Elle regardait l'horizon à l'est avaler le soleil de l'après-midi. Ses doigts serraient une liasse de lettres. 14 mois de correspondance. Chacune était une bouée de sauvetage lancée à travers 1000 miles de vide. Le papier était devenu doux à force d'être manipulé. L'encre s'était estompée aux endroits où son pouce avait retracé les promesses. Celle-ci était écrite d'une écriture soignée et instruite. « Je serai un bon mari pour vous, Clara. J'honorerai votre terre et votre indépendance. Je ne demande qu'un partenariat, de la compagnie, et la chance de construire quelque chose d'honnête dans un endroit où l'honnêteté compte encore. » Ces mots étaient signés par un homme nommé Thomas Merritt, un instituteur de Philadelphie qui cherchait un nouveau départ. Une femme avec qui le partager. Une vie simple, loin de la violence et de la corruption qui l'avaient poussé vers l'Ouest. Sa lettre parlait de poésie, de philosophie, de soirées tranquilles et de respect mutuel. Il avait envoyé une photographie. C'était un homme mince, avec des yeux bienveillants et des mains douces. Des mains qui n'avaient jamais tenu quelque chose de plus lourd qu'un livre. Clara avait répondu car elle n'avait pas le choix. La ferme que son père avait construite se trouvait à 3 miles au nord de la ville. 160 acres de terre tenace qui refusaient de céder sans se battre. 6 mois plus tôt, le cœur de son père s'était simplement arrêté. Il se tenait dans la grange, un marteau encore serré dans sa main. La banque détenait le prêt. Les voisins observaient avec des yeux compatissants et une patience de prédateur. Une femme seule ne pouvait pas conserver une terre. Pas ici. Pas dans un territoire où la loi penchait en faveur des hommes et de l'argent. Alors elle avait répondu à une annonce dans le journal matrimonial. Elle avait écrit à un inconnu et conclu un marché qui avait le goût de la capitulation. Maintenant, le train était là. La locomotive hurla en s'immobilisant. Les freins crissaient, métal contre métal. La vapeur sifflait dans l'air froid. La respiration de Clara était courte et superficielle. Elle lissa sa robe, la belle robe de coton bleu qu'elle avait portée à l'enterrement de son père, et elle essaya de se calmer. La porte des passagers s'ouvrit, et ce ne fut pas le bonhomme qui en sortit. Il était grand, bien plus de 6 pieds, avec des épaules assez larges pour remplir un encadrement de porte. Sa carrure témoignait d'un travail pénible et d'une vie encore plus moderne. Des cheveux sombres tombaient sur son front, trop longs, en désordre. Son visage n'était que des angles vifs, des pommettes hautes, une mâchoire comme taillée dans la pierre, une bouche figée dans une ligne sévère qui semblait d'avoir oublié comment sourire. Mais ce furent ses yeux qui arrêtèrent le cœur de Clara. D'un gris pâle, froid comme un ciel d'hiver, ils étaient hantés par quelque chose qui la fit reculer instinctivement. Un revolver reposait dans son étui sur sa hanche droite. Ni caché, ni présenté avec excuse. Juste là, aussi naturel que de respirer. Il portait un unique sac de toile usé et la poussière du voyage comme un second manteau. Quand son regard la trouva de l'autre côté du quai, quelque chose vacilla dans ses yeux gris. De la reconnaissance, peut-être du regret. Mais cela disparut avant que Clara ne puisse l'identifier. Il marcha vers elle avec la démarche mesurée d'un homme habitué à la violence. Clara Whitmore. Sa voix était rauque, basse, écorchée par le vent et la distance. Elle ne pouvait pas parler. Sa gorge s'était nouée autour des mots. Il s'arrêta à 3 pas, assez près pour parler en privé, assez loin pour éviter toute inconvenance.
Ses yeux parcoururent son visage avec une intensité qui semblait intrusive, évaluatrice. Puis, il regarda par-dessus son épaule, scrutant le quai vide. La rue qui s'assombrissait au-delà des toits des petits bâtiments du quartier commerçant de Covenant. Toujours à observer, toujours à évaluer les menaces. Je m'appelle Elias Crow. Il le dit doucement, avec une finalité qui ressemblait à une porte qui se ferme. L'homme à qui vous écriviez, Thomas Merritt, il est mort. Le monde bascula. Clara entendit les mots mais ne put les assimiler. Sa vision se réduisit à des points lumineux. Les lettres dans sa main pesaient soudain 1000 livres. Mort. La fièvre l'a emporté il y a 6 semaines au Kansas. Elias parlait sans inflexion. Il livrait les faits avec le détachement d'un homme qui avait vu trop de morts pour les enrober de sentiments. C'était mon ami. Avant de mourir, il m'a demandé de venir ici à sa place, pour honorer l'engagement qu'il avait pris envers vous. Votre ami? Clara répéta les mots stupidement, essayant de leur trouver un sens. Vous n'êtes pas Thomas. Non, madame. Alors, pourquoi êtes-vous ici? La mâchoire d'Elias se contracta. Un instant, il ne répondit pas. Il resta là, le vent tirant sur son manteau, et quelque chose de sombre bougeait derrière ses yeux. Quand il parla enfin, sa voix portait une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la douleur. Parce que j'ai fait une promesse à un mourant, et parce que vous avez besoin d'aide, que vous le sachiez ou non. La colère monta, brûlante dans la poitrine de Clara, perçant à travers le choc. Vous ne savez rien de ce dont j'ai besoin. Je sais que vous êtes seul dans une ferme avec un prêt qui arrive à échéance. Je sais que vos voisins attendent que vous échouiez pour se partager les restes. Je sais qu'au printemps, si vous n'êtes toujours pas marié, le Bureau des terres trouvera une raison d'invalider votre concession. Sa voix restait neutre, factuelle, dévastatrice. Thomas m'a tout dit. Il voulait vous protéger. C'est ce que je suis venu faire. En prétendant être lui, en étant ce qu'il aurait été. Un mari sur le papier. Quelqu'un qui peut mettre son nom sur un acte de propriété et tenir les loups à distance. Clara rit. Un son amer qui lui fit mal à la gorge. Vous êtes un étranger avec une âme qui est censée me réconforter. L'expression d'Elias ne changea pas, mais quelque chose bougea dans sa posture. Une légère détente, comme s'il s'attendait exactement à cette réponse et la trouvait raisonnable. Non, dit-il doucement, ce n'est pas le cas, mais c'est ce que je peux offrir. Et c'est plus que ce que vous aurez si je remonte dans ce train. La vérité la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Elle regarda cet homme dur et dangereux, cet étranger armé qui était apparu à la place du doux instituteur qu'elle avait imaginé. Et elle comprit avec une clarté écrasante qu'il avait raison. La ferme échouerait sans le nom d'un homme qui y soit attaché. La banque saisirait la propriété. L'héritage de son père disparaîtrait dans la marge de profit de quelqu'un d'autre. Et elle n'aurait plus rien. Les lettres de Thomas Merritt avaient promis le salut. Elias Crow ne promettait que la survie. Que proposez-vous exactement? Clara força les mots à sortir, malgré sa poitrine serrée. Un mariage légal, de nom seulement. Elias parlait avec la précision d'un homme négociant un contrat. Je travaillerai la terre, je m'occuperai de la banque, je traiterai avec quiconque vous menace, vous ou votre propriété. Vous aurez pleine autorité sur la maison et sur votre propre vie. Je ne demanderai rien au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir l'apparence d'une union légitime. Et quand vous déciderez de partir, alors je partirai. Il la regarda droit dans les yeux, sans ciller. Mais pas avant que votre situation soit sûre, pas avant que vous puissiez vous débrouiller seul sans contestation légale. Clara l'étudia, l'étranger aux yeux de tueur et à l'obligation d'un mort. Tout en lui criait le danger, l'arme, la vigilance, la façon dont il se tenait comme un homme s'attendant à une attaque de n'importe quelle direction. Mais sous cette dureté, elle vit autre chose. De l'épuisement. Une lassitude profonde qui allait au-delà de la fatigue physique. Et dans la distance prudente qu'il maintenait, dans la formalité de son discours, elle reconnut quelque chose que les lettres de Thomas avaient promis. Le respect, un respect brutal, inconfortable, mais du respect tout de même. « Si je dis non, demanda Clara, alors je vous souhaiterais bonne chance et je m'en irai. » Et il le ferait. Elle pouvait le voir sur son visage. Il n'était pas venu pour lui forcer la main, pour profiter de son désespoir. Il était venu parce qu'un mourant le lui avait demandé, et il honorerait cette demande exactement jusqu'où elle le permettrait, pas plus loin. Clara baissa les yeux sur les lettres dans sa main. Les mots doux de Thomas Merritt,
ses promesses de partenariat et de soirées tranquilles. Puis elle regarda l'homme qui se tenait devant elle, dur et armé. Elle est totalement différente de tout ce qu'elle avait imaginé. Le soleil avait presque disparu maintenant. Dans 1 heure, la nuit noire s'installerait sur le territoire. Et elle serait toujours seule, toujours vulnérable, toujours sur le point de tout perdre. Il y a des conditions, dit Clara, entendant sa propre voix comme si elle venait de loin. Elias hocha la tête une fois. Énoncez-les. Vous dormez dans la grange. Vous n'entrez pas dans la maison à moins que je ne vous y invite. Vous ne me touchez pas. Vous n'exigez rien de mon temps, de mon travail ou... Elle déglutit difficilement. Ou de quoi que ce soit d'autre. D'accord. Je tiens les comptes de la maison. Je prends les décisions concernant la maison, le jardin, le bétail. D'accord. Et si je vous dis de partir, pour quelque raison que ce soit, vous partez, sans discussion, sans délai. Pour la première fois, quelque chose qui ressemblait presque à de la chaleur toucha l'expression d'Elias. Un faible sourire sinistre qui dura moins d'un battement de cœur. C'est juste, dit-il. Avons-nous un accord? Clara voulait crier, voulait pleurer. Elle voulait courir jusqu'à la ferme et se barricader à l'intérieur, jusqu'à ce que ce cauchemar se transforme en quelque chose de compréhensible. Au lieu de cela, elle se redressa et croisa son regard. Nous devons voir le pasteur ce soir, si possible. Je veux que ce soit fait légalement, avec des témoins et des documents. Intelligent. Elias ramassa son sac. Montrez le chemin. Le pasteur John Henriksen vivait derrière l'église blanche à l'extrémité et de la rue principale de Covenant. Il répondit au coup de Clara avec une tasse de café dans une main et de la méfiance dans les yeux. Une méfiance qui s'approfondit quand il vit l'étranger armé à côté d'elle. Clara. Le pasteur était un homme solide d'une 50aine d'années, suédois de naissance, avec un fort accent et des manières douces qui l'avaient réconforté lors de la mort de son père. De quoi s'agit-il? Je veux que vous célébriez un mariage, pasteur, tout de suite. Le regard de Henriksen passa de Clara à Elias et de nouveau à Clara, l'inquiétude creusant des rides autour de sa bouche. C'est très soudain. J'ai fait venir un mari, dit Clara, forçant sa voix à rester stable. Il est là. L'arrangement a toujours été rapide. Vous le saviez. Oui, mais... Le pasteur hésita, choisissant clairement ses mots avec soin. Clara, je dois vous demander si vous vous engagez librement, s'il y a une quelconque coercition ou... Il n'y en a pas, le coupa Clara. Je sais ce que je fais. Elias resta silencieux pendant l'échange, se tenant légèrement derrière Clara, le visage soigneusement neutre. Mais sa présence remplissait l'embrasure de la porte comme un poids physique, et Clara vit les yeux du pasteur dériver à plusieurs reprises vers le revolver à sa hanche. « Peut-être devrions-nous parler en privé », suggéra Henriksen. « Juste un instant. » Clara faillit rire. Le pasteur pensait la protéger. Il pensait que cet étranger armé pouvait lui forcer la main. Il ne comprenait pas que la vraie menace n'était pas l'homme à côté d'elle. C'était le prêt bancaire, le bureau des terres, la lente famine d'être une femme seule dans un territoire bâti pour les hommes. « Pasteur, s'il vous plaît, dit-elle doucement, j'ai besoin que ce soit fait ce soir. J'ai besoin que ce soit légal et documenté. Pouvez-vous m'aider ou non? » Quelque chose dans sa voix dut le convaincre. Henriksen soupira lourdement, puis hocha la tête et recula pour les laisser entrer. « J'aurais besoin de témoins, dit-il, et j'aurais besoin de connaître vos noms complets. Clara Ann Whitmore, alias John Crow. » Le pasteur alla chercher sa femme, une femme au visage aimable nommée Ingrid, qui jeta un coup d'œil au visage de Clara et ne posa aucune question, ainsi que son registre. Ils se rassemblèrent dans le petit salon où la lumière de la lampe repoussait l'obscurité et où l'odeur de café fort flottait dans l'air. Henriksen ouvrit une Bible usée, trouva sa page et commença à parler. Les mots déferlèrent sur Clara comme de l'eau froide. Aimer, honorer, chérir, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort les sépare. Elle s'entendit répéter les vœux d'une voix qui ne ressemblait pas à la sienne, regarda Elias faire de même avec une précision mécanique, sentit Ingrid lui glisser au doigt une simple alliance en or empruntée à la femme du pasteur. À aucun moment Elias ne la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'affection ou du désir. Son regard restait fixé quelque part par-dessus son épaule, son expression taillée dans la pierre. Quand Henriksen les déclara mariés, aucun ne bougea pour s'embrasser.
Le moment prit simplement fin, les laissant debout côte à côte, des étrangers désormais liés par un lien légal. Vous devrez signer le certificat, dit le pasteur en poussant le registre vers l'avant. Clara signa la première, sa main étonnamment stable. Puis Elias prit la plume et ajouta son nom d'une écriture nette et contrôlée qui suggérait une éducation sous l'extérieur rude. Henriksen et Ingrid signèrent comme témoins, le pasteur apposa son sceau dans la cire. Et voilà, Clara Whitmore devint Clara Crowe. Je déposerai ceci au comté demain, dit Henriksen en fermant le livre avec un bruit sourd. Il regarda Clara avec une inquiétude évidente. Vous êtes sûr de vous? J'en suis sûr. Il n'avait pas l'air convaincu, mais il hocha la tête. Alors, que Dieu vous bénisse tous les deux. Vous êtes les bienvenus chez nous à tout moment, l'un comme l'autre. Dehors, la nuit était devenue vive et froide. Clara resserra son châle et commença à marcher vers la livrée où elle avait laissé son chariot. Elias la suivit en silence, ses bottes bruyantes sur la terre gelée. Le propriétaire de la livrée, un homme taciturne nommé Sam, leva à peine les yeux quand Clara paya pour la pension de la journée. Mais quand Elias souleva son sac dans la caisse du chariot, les yeux de Sam devinrent durs et entendus. La nouvelle se répandrait vite. Demain, tout le monde à Covenant saurait que Clara avait épousé un étranger dangereux. Qu'il parle. Clara monta sur le banc du chariot et prit les rênes. Elias s'installa à côté d'elle, veillant à maintenir un espace entre eux malgré le siège étroit. La ferme est à 3 miles au nord, dit Clara. Nous devrions arriver d'ici 1 heure. Je peux conduire si vous voulez. Je conduis depuis 6 mois. Je peux me débrouiller. Elias ne répondit rien à cela. Il se cala simplement et la laissa conduire. La route s'étendait devant eux, à peine visible à la lumière des étoiles. Les chevaux connaissaient le chemin. Clara se concentra sur le rythme des sabots, le grincement des roues, sur n'importe quoi sauf l'étranger armé désormais légalement lié à elle. Marie. Le mot semblait d'un corps étranger dans sa bouche. Après un long silence, Elias parla. « C'est votre père qui a construit la ferme? » « Oui, il y a 5 ans, après la mort de ma mère, il voulait d'un nouveau départ. Que lui est-il arrivé? Son cœur a lâché. Un matin, il a juste... » Clara s'arrêta, déglutissant difficilement. C'était rapide. « Je suis désolé. » Les mots étaient simples, mais quelque chose dans son ton fit que Clara jeta un coup d'œil de côté. Dans la faible lumière, le profil d'Elias n'était que des arêtes dures, mais ses yeux s'étaient adoucis d'une fraction, juste assez pour lui rappeler qu'il était humain sous l'armure. « Thomas vous a parlé de mon père, » demanda Clara. « Il m'a dit que vous aviez subi une perte, que vous aviez besoin de stabilité, pas de romance, que vous méritiez quelqu'un qui pourrait être un partenaire sans exiger plus que ce que vous vouliez donner. » Elias fit une pause. Il pensait qu'il pouvait être cela pour vous. Quand il a réalisé qu'il ne le pouvait pas, quand il a su qu'il allait mourir, il m'a demandé d'essayer. Pourquoi l'avez-vous accepté? Elias prit son temps pour répondre. Quand il parla, sa voix portait un poids que Clara sentit dans sa poitrine. Parce que Thomas était un homme bon, et les hommes bons sont rares. Parce qu'il croyait que vous méritiez d'être protégé, même d'outre-tombe. Et parce que... Il s'arrêta, la mâchoire crispée. Parce que je lui devais une dette que je ne pourrais jamais rembourser, sauf en honorant sa dernière volonté. Quelle dette? C'est de mon affaire, Madame Crowe. La formalité la piqua, mais Clara l'a compris. Distance, limite, les termes de leur arrangement. Ils firent le reste du chemin en silence. La ferme apparut comme une silhouette sombre sur un ciel plus sombre encore. Une modeste maison de 2 pièces avec une grange, un poulailler et une clôture en bois qui entourait un jardin mort pour l'hiver. Clara sentit une douleur familière en approchant. Cet endroit était tout ce qui lui restait de son père, tout ce qui restait de la vie qu'ils avaient essayé de construire. Et maintenant, un étranger allait vivre ici, travailler cette âme, dormir dans cette grange. Clara arrêta le chariot près de la maison et serra le frein. Elias descendit, attrapa son sac et attendit qu'elle dételle les chevaux. « Je m'en occupe, dit-il. Je peux. » Madame Crowe. Il la coupa, doucement mais fermement. « Je m'occuperai des chevaux. Vous devriez rentrer, vous reposer. Nous pourrons parler demain de ce qu'il y a à faire. » Clara voulut argumenter, maintenir le contrôle sur chaque petite tâche,
Mais l'épuisement s'abattit soudain sur elle. Pas seulement la fatigue physique, mais le poids écrasant de tout ce qui s'était passé en l'espace de 2 heures. Elle s'était attendue à un doux instituteur. Elle avait eu un pistolero. Elle l'avait épousé quand même. La grange est propre, dit Clara doucement. Il y a du foin dans le grenier et des couvertures dans la sellerie. Si vous avez besoin de quelque chose, ça ira. Elias prit les guides des chevaux. Merci. Clara hocha la tête et se tourna vers la maison, sentant ses yeux sur son dos alors qu'elle s'éloignait. À la porte, elle fit une pause et regarda en arrière. Elias se tenait dans la cour, une silhouette sombre sur la nuit plus sombre. Les chevaux calmes à ses côtés. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, la regardait simplement avec ses yeux pâles et hantés. Clara entra et ferma la porte à clé. La maison semblait insupportablement vide. Elle alluma une lampe, mit de l'eau à chauffer sur le poêle et s'enfonça dans le fauteuil de son père. Le seul meuble qu'il avait insisté pour apporter de leur ancienne vie dans le Missouri. Le bois était usé et lisse par des années d'utilisation, façonné pour s'adapter à un corps qui n'existait plus. Clara mit son visage dans ses mains et essaya de ne pas pleurer. Dehors, elle entendit Elias bouger dans la grange, des bruits calmes et efficaces d'un homme s'installant pour la nuit. Les chevaux hennirent doucement. Une porte grinça, puis le silence. Clara resta assise dans ce silence pendant un long moment, tenant le certificat de mariage que le pasteur lui avait donné, lisant les noms encore et encore. Clara Ann Crowe et Elias John Crowe, unis par les saints liens du mariage ce 23e jour de novembre 1886. Son mari était un étranger avec une arme. Son mariage était un arrangement commercial. Son avenir était totalement incertain. Clara mit le certificat de côté, entretint le feu et alla se coucher, portant toujours sa belle robe bleue, car elle était trop fatiguée pour se changer. Elle resta allongée dans l'obscurité, n'écoutant rien, sentant le poids de l'anneau à son doigt, une alliance empruntée qui représentait une vie empruntée. Demain, elle ferait face à ce qui viendrait. Ce soir, elle avait juste besoin de survivre jusqu'au matin. Clara se réveilla à l'odeur du café. Pendant un instant désorientée, elle pensa que son père était vivant, que les 6 derniers mois n'avaient été qu'un cauchemar, et qu'elle entrerait dans la cuisine pour le trouver en train d'attiser le poêle, fredonnant faux comme il le faisait toujours avant l'aube. Puis la mémoire revint, le train, Elias, le mariage, l'étranger dans sa grange. Clara s'habilla rapidement, tressa ses cheveux et sortit de la chambre pour trouver le poêle de la cuisine allumé et une cafetière sur le feu. Par la fenêtre, elle pouvait voir Elias dans la cour, déjà au travail, inspectant la clôture, vérifiant le toit de la grange, se déplaçant avec l'efficacité concentrée d'un homme habitué à faire des évaluations rapides. Il était debout depuis des heures, clairement. Clara se versa du café et se tint à la fenêtre, le regardant travailler. À la lumière du matin, il ressemblait moins à un pistolero et plus à ce qu'il prétendait être, un homme honorant la demande d'un ami. Son manteau était enlevé malgré le froid. Les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'au coude. Il se déplaçait avec une économie de mouvement qui suggérait une expérience du travail pénible, mais l'arme restait à sa hanche, toujours là, toujours présente. Clara finit son café, enfila le vieux manteau de travail de son père et sortit. Elias l'entendit approcher et se tourna, attendant qu'elle traverse la cour. Dans la lumière claire du matin, elle pouvait voir des détails qu'elle avait manqués la nuit précédente. Une cicatrice qui traversait son sourcil gauche, des callosités sur ses mains épaisses comme du cuir, un léger creux sur ses joues qui suggérait une perte de poids récente ou une longue faim. « Bonjour », dit-il simplement. « Bonjour, merci pour le café. » C'était la moindre des choses. Il désigna la clôture. « Votre pâturage sud a besoin de travail. Les traverses pourries sont à 3 endroits. Si nous avons de fortes neiges, vous perdrez le confinement. Je sais, je n'ai pas eu le temps de le réparer. Je m'en occuperai aujourd'hui si vous avez du bois de rechange. » Clara hésita. « Je n'ai pas d'argent pour vous payer les fournitures. »« Je ne demande pas de paiement, Madame Crowe. Je fais ce qui doit être fait. La formalité, encore. » Madame Crowe, jamais Clara, maintenant toujours la distance. « Il y a du bois dans la grange, dit Clara. Mon père l'a acheté avant de mourir. Je n'ai juste pas été assez forte pour... » Elle s'arrêta, détestant l'aveu de faiblesse. Elias hocha la tête sans commentaire. « Je vais commencer,
Vous avez besoin de quelque chose en ville aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Alors je travaillerai à proximité. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Il se tourna et se dirigea vers la grange sans attendre d'être congédié, laissant Clara debout dans la cour, l'air froid lui brûlant les poumons et les questions s'accumulant dans sa gorge. Elle voulait l'interroger sur son passé, sur la violence qui vivait dans ses yeux, sur le genre de dette qui pouvait pousser un homme à épouser une étrangère. Mais la peur retenait sa langue. Pas la peur d'Elias. Elle avait déjà fait ce marché, déjà accepté le risque. La peur de ce que les réponses pourraient révéler. Elias travailla toute la matinée avec une concentration sans faille. Clara l'observa depuis la fenêtre de la cuisine, alors qu'il arrachait les traverses de clôture pourries et installait du bois neuf avec la précision d'un homme qui avait déjà fait ce travail. Il ne gaspillait aucun mouvement, ne s'arrêtait pas pour se reposer. Quand le soleil monta vers midi, il ne fit une pause que pour boire de l'eau du puits, puis retourna à sa tâche. Clara prépara du pain et de la soupe, une nourriture simple mais nourrissante. À midi, elle apporta un bol dans la cour, trouvant Elias plongé dans le travail, la sueur assombrissant sa chemise malgré le froid. « Vous devriez manger, » dit Clara. Elias se redressa, s'essuyant le front avec sa manche. Ses yeux se posèrent immédiatement sur le bol qu'elle portait, puis sur son visage, lisant le geste pour toute signification cachée. « C'est gentil à vous, » dit-il prudemment. « C'est pratique. Un homme affamé ne peut pas travailler efficacement. » Un léger sourire effleura sa bouche, si bref que Clara faillit le manquer. C'est vrai. Il prit le bol, mais ne s'assit pas. Il resta là, mangeant avec le genre de concentration qui suggérait que la faim avait été une compagne pendant trop longtemps. Clara remarqua que sa main tremblait légèrement. Épuisement ou autre chose, elle ne pouvait le dire. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas dormi correctement ?» demanda Clara avant de pouvoir se retenir. Elias fit une pause à mi-bouchée, considérant la question. « Vous n'êtes pas obligé de vous tuer au travail en une seule journée. »« Je ne le fais pas. » Il finit de la soupe et lui rendit le bol. « Je rattrape juste le temps perdu. »« Le temps perdu ?» Mais Elias s'était déjà retourné vers la clôture, la conversation clairement terminée. Clara retourna à la maison, la frustration bouillonnant sous ses côtes. L'homme était une énigme, poli mais distant, travailleur mais secret, veillant à maintenir les limites tout en vivant à l'intérieur de la clôture de sa vie. Elle voulait lui faire confiance. Elle était terrifiée à l'idée d'essayer. Mais le soir, Elias avait remplacé toutes les traverses de clôture endommagées, raccroché la porte de la grange qui s'affaissait depuis des mois et renforcé le poulailler contre les prédateurs. Il travailla jusqu'à la nuit noire, puis se lava au puits et se retira dans la grange sans chercher la conversation ou l'approbation. Clara se tint à la fenêtre de sa cuisine et le regarda disparaître dans l'ombre, se demandant quel genre d'homme gardait un contrôle aussi rigide sur lui-même. Quel genre de passé exigeait ce niveau de discipline? Le revolver qu'il portait n'était pas seulement un outil, c'était un avertissement. Clara ferma la porte à clé, entretint le feu et alla se coucher pour la deuxième nuit avec un étranger dormant à 50 mètres de là. Un étranger qui était maintenant légalement son mari, qui avait passé la journée à reconstruire sa propriété avec une compétence tranquille, qui restait aussi inaccessible que de la fumée. Elle resta allongée dans l'obscurité et pensa aux lettres de Thomas Merritt, à la vie douce qu'elle se promettait, à la cruelle blague que le destin avait jouée en envoyant Elias Crow à la place. Puis elle pensa à la clôture qui tiendrait maintenant tout l'hiver, à la porte de la grange qui ne pendait plus de travers, au café qui l'attendait chaque matin. Des petites choses, des choses pratiques, le genre de choses qu'un partenaire faisait. Clara se retourna et ferma les yeux, essayant de faire taire la voix dans sa tête qui murmurait une question dangereuse. Et si cet arrangement devenait quelque chose de plus? Parce que ce chemin menait au chagrin, et Clara avait déjà assez perdu. La première neige tomba 3 semaines après le mariage, tombant doucement et silencieusement à travers une aube grise qui transforma le monde en quelque chose d'inconnaissable. Clara se réveilla pour trouver la ferme recouverte de blanc. Chaque point de repère familier était transformé en courbes douces et en ombres étranges. Elle se tenait à la fenêtre, les mains enroulées autour d'une tasse de café, regardant Elias sortir de la grange, déjà habillé pour le travail, son souffle se condensant dans l'air froid. Il s'était installé dans un rythme au cours de ces 3 semaines, une routine prudente et disciplinée qui le gardait visible, mais séparé.
Chaque matin avant le lever du soleil, il s'occupait des animaux. Chaque soir après la tombée de la nuit, il réparait quelque chose que Clara n'avait pas réalisé être cassé. Il ne parlait que lorsque c'était nécessaire, mangeait les repas qu'elle laissait sur le porche sans commentaire, et maintenait les limites qu'ils avaient établies avec une dévotion presque religieuse. Mais Clara avait commencé à remarquer des choses. La façon dont il se positionnait entre elle et la route chaque fois qu'un cavalier passait. La façon dont sa main se dirigeait vers son arme lorsque des bruits inattendus provenaient de la lisière des arbres. La façon dont il regardait l'horizon comme un homme s'attendant à ce que des démons surgissent de nulle part. Quelle que soit la violence qui vivait dans le passé d'Elias Crow, elle ne l'avait pas encore libéré. Clara posa sa tasse et enfila le manteau de son père, enroulant une écharpe autour de son cou avant de sortir. Le froid mordit immédiatement à travers ses couches, assez vif pour lui couper le souffle. Ses bottes craquèrent dans la neige vierge alors qu'elle traversait vers la grange où Elias transportait de l'eau pour les chevaux. « La tempête approche », cria-t-elle. « La radio dit qu'elle pourrait durer 2 jours. » Elias se redressa, scrutant le ciel avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait survécu au mauvais temps dans de mauvais endroits. « Nous aurons besoin de plus de bois de chauffage dans la maison et vous devriez vérifier vos réserves de nourriture. »« J'en ai assez de côté. Et vous ?» Il la regarda, puis la regarda vraiment, et Clara vit quelque chose vaciller sur son visage, de la surprise peut-être, qu'elle ait pensé à demander. « Je me débrouillerai, dit-il. La grange va être misérable si la température baisse comme ils le prédisent. » Clara parla avant que la prudence ne puisse la faire taire. « Il y a une pièce à côté de la cuisine. Mon père l'utilisait comme débarras, mais elle a un poêle. Vous pourriez y dormir pendant la tempête. » Elias devint très immobile. Ce n'était pas notre arrangement. L'arrangement était que vous dormiez dans la grange. Il ne tenait pas compte des conditions de blizzard. Clara garda sa voix pratique, professionnelle. « Je ne vous invite pas dans ma chambre, Monsieur Crow. Je vous offre un endroit chaud pour dormir afin que vous ne mouriez pas de froid à 50 mètres de la maison. » Pendant un long moment, il ne répondit pas. Puis il hocha la tête une fois, net et décisif. « J'apprécie. Je rentrerai mes affaires avant que la tempête ne frappe. » Clara retourna à la maison, se sentant étrangement mal à l'aise. Elle avait fait cette offre de manière pratique. Perdre sa seule aide à cause de l'hypothermie serait catastrophique, mais quelque chose dans le fait de franchir cette limite la rendait nerveuse. La grange avait été une manifestation physique de la distance. Faire entrer Elias dans la maison, même juste dans le débarras, semblait dangereux d'une manière qu'elle ne pouvait pas articuler. Elle passa la matinée à vérifier les provisions et à renforcer le poulailler, regardant le ciel s'alourdir à chaque heure qui passait. À midi, la neige tombait sérieusement, des flocons épais et humides qui masquaient la lisière des arbres et rendaient l'air blanc. Elias travailla à ses côtés sans parler, se déplaçant avec une urgence efficace pour sécuriser tout ce qui pouvait s'envoler ou être enseveli. Quand il apporta enfin son sac dans le débarras, Clara fut surprise de voir le peu de choses qu'il possédait. Un change de vêtements, une pierre à aiguiser et un kit de nettoyage pour le revolver, un petit livre relié en cuir qui ressemblait à un journal, une photographie si usée qu'elle ne pouvait pas distinguer les visages. « J'ai débarrassé la table là-dedans, » dit Clara, gardant sa voix neutre. « Et il y a une serrure sur la porte si vous voulez de l'intimité. » « Je n'en aurais pas besoin. » Elias posa son sac et regarda autour de la petite pièce. Des murs nus, un lit étroit, un poêle ventru qui n'avait pas été utilisé depuis des mois. « C'est plus que suffisant, merci. Le souper sera prêt vers 6 heures. Je peux manger ici. » « Monsieur Crow. » Clara l'arrêta avant qu'il ne puisse se retirer. « Si nous devons vivre sous le même toit, même temporairement, nous devrions au moins partager une table. Je ne demande pas de conversation, juste de la civilité. » Quelque chose changea dans son expression, une fissure dans l'armure si brève qu'elle faillit la manquer. « D'accord. » La tempête frappa de plein fouet vers 4 heures de l'après-midi. Le vent hurlait sur les plaines et chassait la neige horizontalement. Clara alluma des lampes contre l'obscurité précoce et prépara un simple ragoût de porc salé et de légumes racines. Elle essayait de ne pas penser à l'étranger armé qui occupait maintenant le débarras de son père. Quand elle appela Elias pour le souper, il sortit fraîchement rasé et portant une chemise propre, les cheveux encore humides d'avoir été lavés. Sans la poussière du voyage et l'épuisement,
Il paraissait plus jeune, peut-être 35 ans, bien que la dureté autour de ses yeux suggérât qu'il avait vécu plus que son âge. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à la petite table de la cuisine, le silence rompu seulement par le vent qui battait la maison et les bruits discrets de leur repas. Clara observait Elias sous ses cils, remarquant la façon dont il s'asseyait le dos au mur, la façon dont ses yeux suivaient chaque son, la façon dont il mangeait avec une précision contrôlée, comme si les repas étaient des exercices tactiques plutôt que du réconfort. Depuis combien de temps étiez-vous ami avec Thomas? Demanda Clara, finalement incapable de supporter le silence plus longtemps. Elias finit de mâcher avant de répondre. 4 ans à peu près. Nous nous sommes rencontrés à Kansas City. Que faisiez-vous à Kansas City? J'essayais de devenir quelqu'un d'autre. Il le dit sans inflexion, comme s'il parlait de la météo. Clara posa sa cuillère. Et Thomas vous a aidé? Thomas croyait que les gens pouvaient changer, que les erreurs passées ne devaient pas définir les possibilités futures. Elias la regarda par-dessus la table. Il avait tort la plupart du temps, mais il y croyait quand même. Vous ne pensez pas que les gens peuvent changer? Je pense que certaines tâches sont trop profondes pour être lavées. La noirceur dans sa voix fit mal à la poitrine de Clara. Elle voulait demander quelle tâche il portait, ce qu'il avait fait pour graver une telle obscurité dans l'âme d'un homme. Mais la peur retenait sa langue. La peur que savoir ne ferait qu'empirer les choses, transformerait Elias d'énigme en monstre. Les lettres de Thomas étaient gentilles, dit Clara à la place. Il m'a fait sentir que je n'étais pas juste une transaction. Vous ne l'étiez pas. Il se souciait de vous même si vous ne vous étiez jamais rencontrés. Il lisait vos lettres encore et encore, essayant de comprendre qui vous étiez, ce dont vous aviez besoin. Elias fit une pause, quelque chose de compliqué traversant son visage. Il voulait être digne de vous. Et vous, non. Je ne suis pas ici pour être digne, Madame Crowe. Je suis ici pour vous garder en sécurité. Il y a une différence. Clara voulait argumenter, pousser au-delà des murs qu'il avait si soigneusement construits autour de lui. Mais l'épuisement et l'intensité de la tempête rendaient tout fragile, provisoire. « Pourquoi portez-vous cette arme? » demanda-t-elle doucement. La main d'Elias se déplaça inconsciemment vers le revolver à sa hanche. « Parce qu'il y a des hommes qui me tueraient s'ils savaient où me trouver. Et parce que je préfère être armé que désolé. Qu'avez-vous fait? Des choses que je ne peux pas défaire. » Il se leva brusquement, portant son bol à la bassine. « Merci pour le repas. Je vais nettoyer. Monsieur Crowe, s'il vous plaît. » Il ne se retourna pas. « J'apprécie votre hospitalité, mais il y a des choses que vous feriez mieux de ne pas savoir. » Clara reconnut le congédiement quand elle l'entendit. Elle se leva de table et se retira dans sa chambre, fermant la porte sur les démons qui hantaient l'homme qu'elle avait épousé. Dehors, la tempête faisait rage. À l'intérieur, 2 étrangers essayaient d'occuper le même espace sans se toucher. La nuit s'étira, longue et sans sommeil. Clara resta au lit, écoutant le vent hurler et la maison grincer sous l'assaut, parfaitement consciente de la présence d'Elias juste de l'autre côté de son mur. Elle l'entendait bouger de temps en temps, des bruits agités qui suggéraient que le sommeil lui échappait aussi. Une fois, elle l'entendit ouvrir la porte arrière, sentit la température chuter alors que l'air glacial s'engouffrait, puis l'entendit se refermer. Vérifiant le périmètre, même en plein blizzard, toujours vigilant, toujours à l'affût. Le matin arriva, gris et amer, la tempête ne montrant aucun signe de faiblesse. Clara trouva Elias déjà réveillé, debout à la fenêtre de la cuisine avec une tasse de café, fixant le vide blanc. « Les routes seront impraticables, » dit-il sans préambule. « Il pourrait s'écouler des jours avant que quiconque puisse passer. » « Je sais. » Clara se dirigea vers le poêle, reconnaissante d'avoir quelque chose pour occuper ses mains. « Nous avons assez de provisions. Nous nous en sortirons. » « Vous avez déjà fait ça. » « J'ai été enneigé seul l'hiver dernier pendant près d'1 semaine. » Le souvenir portait encore une pointe de terreur. Le silence écrasant, la peur que le corps de son père ne soit pas retrouvé avant le dégel du printemps, la solitude désespérée qui l'avait poussé à écrire au journal matrimonial en premier lieu. Elias se tourna pour la regarder, lisant quelque chose sur son visage qui fit adoucir son expression d'une fraction. « Vous ne serez pas seul cette fois. » La simple déclaration n'aurait pas dû avoir autant d'importance. Ils tombèrent dans une routine mal à l'aise alors que la tempête continuait.
Clara cuisinait et gérait la maison. Elias s'occupait des animaux plusieurs fois par jour, luttant contre des congères jusqu'à la taille pour s'assurer que rien ne gèle ou ne meure de faim. Ils partageaient leur repas dans un silence prudent. Chacun se retirant ensuite dans son coin neutre, se tournant autour comme des chiens fatigués et établissant leur territoire. Mais la deuxième nuit, quelque chose changea. Clara se réveilla au son de cris, des sons rauques et désespérés venant du débarras. Elle attrapa le fusil de chasse de son père et se glissa dans la cuisine, le cœur battant à toute rompre, avant de reconnaître le ton des cris. Pas une attaque, un cauchemar. Elle resta figée devant la porte d'Elias, l'écoutant combattre des démons invisibles dans son sommeil. Les sons étaient bruts, des mots cassés qu'elle ne pouvait pas distinguer, mêlés de dénégation et de supplication, puis le silence suivi d'une respiration rauque. Clara frappa doucement. Monsieur Crow, un mouvement à l'intérieur, puis la voix d'Elias, rude de sommeil et de quelque chose de plus sombre. Je vais bien, retournez vous coucher. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Madame Crow, une pause, puis plus bas. S'il vous plaît, partez. Clara pressa sa main contre la porte, sentant le bois froid sous sa paume, voulant aider et n'ayant aucune idée de comment faire. Finalement, elle se retira dans sa chambre et resta éveillée jusqu'à l'aube, pensant à la violence que les hommes portaient en eux, aux guerres qui continuaient longtemps après que les champs de bataille se soignetussent. Le matin, Elias apparut au petit déjeuner avec des cernes sous les yeux et d'une nouvelle tension dans les épaules. Il ne mentionna pas les cauchemars. Clara ne demanda rien. Ils mangèrent en silence tandis que la tempête commençait enfin à se calmer. Le vent mourant en un murmure, la neige se réduisant à des averses occasionnelles. « Ça devrait se dégager d'ici l'après-midi, » dit Elias en se levant de table. « Je vais commencer à déblayer. Vous avez besoin de repos. J'ai besoin de travailler. » Il le dit avec finalité, puis fit une pause à la porte. « Merci de ne pas... de laisser ça de côté. » Clara hocha la tête, comprenant ce qu'il ne pouvait pas dire. « Merci de ne pas m'avoir forcé à expliquer les horreurs que je porte. » La tempête cessa complètement le soir, laissant la ferme ensevelie sous 3 pieds de neige immaculée qui reflétaient le clair de lune comme des diamants écrasés. Clara se tenait sur le porche, regardant Elias pelleter des chemins vers la grange et le poulailler, son souffle se condensant dans l'air cristallin, ses mouvements mécaniques et infatigables. Il travaillait depuis des heures sans pause. Elle remplit un thermos de café chaud et le sortit, ses bottes grinçant dans la neige fraîche. Elias l'entendit approcher et se redressa, s'appuyant sur la pelle. « Vous allez vous blesser, » dit Clara en lui offrant le thermos. « Je vais bien. Vous n'avez pas dormi correctement depuis 2 jours. Vous fonctionnez sur rien. » Elle poussa le thermos vers lui. « Prenez une pause. Le travail sera toujours là dans 20 minutes. » Elias accepta le café avec une réticence évidente, comme si la gentillesse le mettait mal à l'aise. Il but en silence, les yeux scrutant le paysage blanc avec une lassitude habituelle. « Que cherchez-vous » demanda Clara. « Des traces, un signe que quelqu'un s'est passé pendant que nous étions enneigés. Qui serait sorti dans cette tempête? Des hommes qui ne se soucient pas du temps quand ils se soucient de la vengeance. » Il le dit de manière factuelle, puis sembla réaliser qu'il en avait trop révélé. De vieilles habitudes. Quelqu'un vous traque. Ce n'était pas une question. La mâchoire d'Elias se contracta, mais il ne le nia pas. « Depuis combien de temps fuyez-vous » insista Clara. « Assez longtemps pour savoir comment reconnaître une filature. Assez longtemps pour devenir bon à disparaître. » Il rendit le thermos. « Je partirai quand la route sera dégagée. Je vous rendrai votre débarras. Je ne vous ai pas demandé de partir. Vous devriez. » Elias la regarda droit dans les yeux, et Clara y vit un regret sincère. Peut-être la première émotion non gardée qu'il lui avait montrée. « J'ai amené le danger à votre porte, Madame Crow. Le genre qui ne se soucie pas des passants. Alors pourquoi venir ici? Pourquoi ne pas simplement fuir? Parce que j'ai fait une promesse à un mourant. » Sa voix se durcit, et parce que j'espérais que peut-être ce coin de nulle part était assez reculé pour que les fantômes ne puissent pas me trouver. Clara étudia son visage, l'épuisement, la peur qu'il essayait de cacher, la lassitude profonde d'un homme qui avait été traqué trop longtemps. « À quel point sont-ils mauvais, ces fantômes » demanda-t-elle. « Assez mauvais pour que vous ne vouliez pas de détails. »
Je ne demande pas de détails. Je demande si nous devons nous préparer. Elias hésita, pesant clairement ce qu'il devait lui dire. Il y a un homme nommé Jack Cutter. Il dirigeait une opération criminelle à Kansas City. Vol, extorsion, pire encore. Thomas et moi avons tous les deux travaillé pour lui une fois avant de savoir mieux. Quand nous avons essayé de partir, Cutter a fait des exemples. Thomas s'en est sorti indemne parce qu'il a été malin pour brouiller ses pistes. Je n'ai pas été aussi prudent. Qu'avez-vous fait? J'ai témoigné contre lui devant un tribunal fédéral. Je l'ai mis en prison pour 15 ans. La voix d'Elias devint neutre. Il est sorti il y a 6 mois, et depuis, il traque tous ceux qui se sont retournés contre lui. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans une eau profonde. Clara traita lentement les implications. Vous avez fait enfermer un criminel. C'est une bonne chose. J'ai aussi fait tuer 3 personnes, parce que Cutter les a trouvés avant que les Marshalls ne puissent les protéger. Thomas aurait été le 4e si la fièvre ne l'avait pas emporté en premier. Les mains d'Elias se resserrèrent sur la pelle. Alors, non, Madame Crowe, je ne suis pas un homme bon qui fait de bonnes choses. Je suis un survivant qui a fait tuer tous ceux qui ont été assez stupides pour me faire confiance. Ce n'est pas... C'est exactement la vérité. Il la coupa. Et vous devez comprendre cela avant de décider de me dire de partir ou de me laisser rester. Clara regarda cet homme dur et hanté qui était apparu à la place de son doux instituteur, qui s'était épuisé à entretenir sa propriété, qui combattait des démons dans son sommeil et surveillait l'horizon en attendant la mort. Elle pensa à la dernière volonté de Thomas Merritt, à la promesse qu'Elias portait comme une croix, à la différence entre fuir le danger et y faire face malgré tout. Le débarras est à vous aussi longtemps que vous en aurez besoin, dit Clara doucement. Elias la fixa. Vous n'avez pas peur. Je suis terrifié, mais vous êtes ici depuis 3 semaines, et la pire chose que vous ayez faite est de réparer ma clôture. Elle resserra son manteau contre le froid. Si ce Cutter vous traque vraiment, fuir ne changera rien. Peut-être qu'il est temps d'arrêter et de... de quoi? D'attendre qu'il se montre et tue tout le monde à portée? Ou de se préparer, de se battre si nécessaire? Clara se surprit de la fermeté de sa voix. Je ne suis pas sans défense, Monsieur Crowe. J'ai survécu seul pendant 6 mois. Je sais charger un fusil et tirer droit. Si les ennuis arrivent, je préfère y faire face debout plutôt que de passer le reste de ma vie à me demander quand la hache tombera. Pendant un long moment, Elias ne parla pas. Puis quelque chose changeait dans son expression, la surprise laissant place à un respect réticent. Vous comprenez ce que vous dites, ce à quoi vous pourriez vous engager. Je comprends que se cacher n'a pas sauvé mon père de la mort, que prétendre que tout est sûr ne le rend pas vrai. Clara le regarda sans ciller. Je préfère connaître la vérité et me préparer plutôt que de vivre dans l'ignorance. Elias hocha lentement de la tête. D'accord, alors. Mais nous faisons ça intelligemment. Je vous apprends à reconnaître le danger, à vous défendre correctement, à survivre si les choses tournent mal. Et si Cutter se montre... Il fit une pause, la mâchoire crispée. S'il se montre, vous fuyez. Vous ne vous battez pas. Vous ne jouez pas les héros. Vous montez à cheval, vous partez pour la ville et vous me laissez gérer ça. Ce n'est pas... C'est le marché, Madame Crowe. Prenez-le ou dites-moi de faire mon sac. Clara voulait argumenter, insister sur le fait qu'elle ne l'abandonnerait pas pour affronter le danger seule. Mais elle reconnut le regard dans ses yeux. Le refus absolu de négocier ce point particulier. « D'accord, dit-elle, mais vous m'apprenez tout, sans rien me cacher parce que vous pensez que je suis trop fragile. » « Je ne pense pas que vous soyez fragile. » Elias faillit sourire. « Têtu, peut-être plus courageuse que raisonnable, mais pas fragile. » Le quasi-compliment réchauffa quelque chose dans la poitrine de Clara qu'elle avait cru geler. Il se tenait dans l'obscurité éclairée par la neige, 2 personnes liées par les circonstances et le choix, et Clara sentit la nature de leur arrangement changer légèrement, passant d'une transaction à quelque chose qui pourrait éventuellement devenir un partenariat. « Rentrez, dit-elle finalement. Vous pourrez finir de pelleter demain. Ce soir, vous avez besoin de repos. » Elias eut l'air de vouloir argumenter, puis hocha simplement la tête et la suivit dans la maison. Au cours de la semaine suivante, alors que la neige fondait lentement et que les routes redevenaient praticables, Elias tint sa promesse. Il apprit à Clara à tirer avec le fusil avec une réelle précision,
à écouter les sons qui signifiaient des ennuis, à se positionner pour un avantage maximal dans un combat. Il lui montra où cacher les provisions d'urgence, comment lire les traces dans la neige et la boue, comment se déplacer silencieusement quand le silence signifiait la survie. Clara se révéla une élève douée. Son père lui avait appris les bases, mais Elias lui apprit à penser comme quelqu'un de traqué, à anticiper la violence avant qu'elle n'arrive. Il était patient et minutieux, jamais condescendant, la traitant comme une partenaire plutôt que comme un fardeau. Et lentement, prudemment, ils commencèrent à parler. Pas de choses profondes. Elias gardait toujours ses pires souvenirs enfermés, mais de petits détails. Clara apprit qu'il avait grandi dans le Tennessee, orphelin jeune, qu'il avait dérivé vers l'Ouest en quête d'un but. Il apprit qu'elle avait voulu être enseignante avant la mort de sa mère, qu'elle aimait la poésie mais ne la partageait jamais, qu'elle rêvait d'agrandir la ferme pour en faire quelque chose qui pourrait soutenir plus que la simple survie. Ils découvrirent qu'ils préféraient tous les deux le café noir, qu'ils détestaient tous les deux le gaspillage, qu'ils appréciaient tous les deux le silence plus que les conversations vides. Les limites restaient, des chambres séparées, une adresse formelle, une distance prudente. Mais quelque chose en dessous changeait, se réchauffait, devenant moins une armure et plus un choix. Puis un matin, Clara sortit et trouva Elias debout, rigide, dans la cour, fixant quelque chose dans la terre près de la grange. « Qu'est-ce que c'est » appela-t-elle. Il ne répondit pas, lui fit juste signe de venir voir. Clara traversa la cour et baissa les yeux sur ce qui avait attiré son attention, des traces dans la neige à moitié fondue. Des empreintes de bottes trop grandes pour être celles d'Elias, trop fraîches pour être anciennes. Elles encerclèrent la grange, s'approchèrent de la maison, puis se retirèrent vers la lisière des arbres. Quelqu'un était venu récemment pendant qu'il dormait. La main d'Elias reposait sur son revolver, son visage taillé dans la pierre. « Rentrez, verrouillez les portes, n'ouvrez à personne d'autre que moi. » Elias. « Maintenant, Clara. » Il utilisa son prénom pour la première fois, et l'urgence dans sa voix tua toute argumentation. « S'il vous plaît. » Clara courut vers la maison, le cœur battant à toute rompre. Derrière elle, elle entendit Elias se diriger vers la lisière des arbres, suivant les traces qui menaient vers ce qui attendait dans l'ombre. Elle verrouilla la porte et attrapa le fusil, se positionnant là où elle pouvait voir les deux approches de la maison. Dehors, Elias disparut dans les arbres. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Les mains de Clara tremblaient sur le fusil, sa respiration rapide et superficielle. Elle pensa à tout ce qu'Elias lui avait appris, à rester calme sous la pression, à ne pas se tirer à moins d'avoir une cible claire. Un coup de feu déchira l'air du matin, puis un autre, puis le silence, si complet qu'il ressemblait à la mort. Le doigt de Clara tremblait sur la gâchette, chaque muscle lui hurlant de courir dehors, d'aider, de faire autre chose qu'attendre. Puis Elias sortit des arbres, marchant lentement, délibérément. Du sang tachait sa chemise, mais il était debout, vivant. Clara ouvrit la porte en grand et courut à sa rencontre. « Êtes-vous blessé ?» Elle le toucha sans réfléchir, ses mains parcourant sa poitrine, ses bras, à la recherche de blessures. « Ce n'est pas mon sang. » Elias attrapa doucement ses mains, arrêtant leur mouvement frénétique. « Clara, je vais bien. » Que s'est-il passé? Qui était-ce? Un éclaireur, un des hommes de Cutter, vérifiant si j'étais ici. La voix d'Elias était neutre, sans émotion. Il ne fera pas son rapport. L'implication flottait dans l'air entre eux. Clara avait su que la violence existait dans le passé d'Elias. Maintenant, elle comprenait qu'elle vivait aussi dans son présent. Vivait dans ses mains, dans l'efficacité froide avec laquelle il avait éliminé une menace. Elle aurait dû être horrifiée. Au lieu de cela, elle ressentit une étrange et féroce gratitude qu'il se soit interposé entre elle et le danger. « Combien de temps avant que d'autres ne viennent ?» demanda Clara. « Des jours, peut-être une semaine. » Elias relâcha ses mains et recula, la distance se réaffirmant. Cutter est patient. Il attendra une confirmation avant d'envoyer une équipe plus importante. Alors nous nous préparons. Alors vous partez. La mâchoire d'Elias se serra. C'est exactement ce que je craignais. J'ai amené la mort à votre porte, Clara. Je ne la laisserai pas vous emporter aussi. Vous n'avez pas à faire ce choix pour moi.
Et comment donc? Je suis votre mari. Sur le papier, la voix de Clara monta, la colère et la peur se mêlant en quelque chose de combustible. Vous êtes mon mari sur le papier, Elias Crow, ce qui vous donne exactement zéro droit de dicter ma vie. C'est ma terre, ma maison, et je ne la fuirai pas. Ils se tenaient face à face dans la cour, respirant fort, le soleil du matin brillant et froid autour d'eux. Si vous restez, vous pourriez mourir, dit Elias doucement. Si je fuis, je perds tout ce qui me reste. Clara soutint son regard. Je ne le ferai pas. Pas encore. Pas même pour vous. Quelque chose se brisa dans l'expression d'Elias, l'armure cédant enfin pour révéler l'homme en dessous. Il parut jeune, soudainement vulnérable, terrifié d'une manière qui n'avait rien à voir avec sa propre survie. « Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre, » murmura-t-il. « Clara, je ne peux pas. » Elle comprit alors, les cauchemars, le contrôle rigide, le besoin désespéré de garder ses distances. Elias Crow n'avait pas peur de mourir. Il avait peur de s'attacher assez pour que la mort ait de l'importance. Clara leva la main et toucha son visage. La première fois qu'elle établissait délibérément un contact, sentant la barbe naissante, la ligne nette de sa mâchoire, la chaleur de sa peau. « Alors nous nous battons ensemble, dit-elle, et nous survivons ensemble. Plus de fuite. » Elias ferma les yeux, s'appuyant sur son contact juste un instant avant de se retirer. « D'accord, dit-il rudement. Ensemble, mais nous faisons ça intelligemment. »« D'accord. » Ils se tenaient dans la lumière du matin, couverts du sang d'un autre homme, et firent un pacte qui les sauverait ou les condamnerait tous les deux. La guerre approchait, mais cette fois, ils seraient prêts. Ils enterrèrent le corps de l'éclaireur dans le sol gelé, au-delà de la lisière des arbres, travaillant dans un silence sinistre alors que le soleil montait plus haut. Elias s'occupa de creuser avec une efficacité mécanique, tandis que Clara montait la garde, le fusil lourd dans ses mains, et ses yeux scrutant l'horizon à la recherche d'un mouvement qui ne vint jamais. Quand la tombe fut remplie et déguisée avec des branches mortes et de la neige, Elias resta un moment à regarder la terre remuer, son visage illisible. « C'est la première fois que vous me voyez tuer un homme, » dit-il sans la regarder. « Oui. Est-ce que ça change la façon dont vous me voyez? » Clara considéra la question honnêtement. La violence aurait dû la terrifier, aurait dû confirmer toutes ses craintes concernant l'étranger armé qu'elle avait épousé. Au lieu de cela, elle ne ressentit qu'une froide clarté sur ce que la survie exigeait dans un territoire où la loi était un concept lointain et où la justice appartenait à celui qui pouvait la réclamer. « Vous nous avez protégés, dit-elle. C'est ce que je vois. » Elias se tourna pour la regarder alors, quelque chose de brut et d'incertain dans ses yeux. « La plupart des gens m'appelleraient un meurtrier. La plupart des gens n'ont pas vécu seuls dans une ferme où l'aide est à 3 miles et où la banque préférerait vous voir échouer plutôt que réussir. » Clara changea le fusil d'épaule. « Je ne suis pas la plupart des gens, Elias. » Il hocha lentement la tête, acceptant ces mots sans argument. Puis son regard se déplaça au-delà d'elle, s'aiguisant avec concentration. « Nous devons nous fortifier, transformer la maison en quelque chose de défendable. Combien de temps avons-nous? 1 semaine au plus. Cutter est prudent, mais il n'est pas patient. Quand son éclaireur ne reviendra pas, il supposera le pire et viendra en force. » Ils retournèrent en temps ensemble à la ferme, et Clara sentit le poids de ce qui allait arriver s'abattre sur ses épaules comme une chose physique. Elle avait dit à Elias qu'elle ne fuirait pas, avait insisté pour rester et se battre. Mais la réalité de la violence, la vraie violence, celle qui se terminait par des corps et du sang, était différente du courage abstrait. Pourtant, elle pensait ce qu'elle avait dit. Cette terre était tout ce qui lui restait de son père, tout ce qui restait de la vie qu'ils avaient essayé de construire. Elle ne la livrerait pas à des hommes qui traitaient avec la peur et la mort. Au cours des 3 jours suivants, Elias transforma la ferme en forteresse. Il renforça les portes avec des barres de fer récupérées d'une vieille clôture, cloua des volets sur les fenêtres qui pouvaient être verrouillées de l'intérieur, dégagea les lignes de vue autour de la maison pour que rien ne puisse approcher sans être vu. Il déplaça les provisions dans la cave à légumes, de l'eau, des munitions, des fournitures médicales, créant une position de repli si la maison devenait intenable. Clara aida à tout, apprenant au fur et à mesure. Elias lui montra comment recharger sous pression, comment tirer à couvert, comment se déplacer entre les positions sans s'exposer inutilement.
Il lui apprit la différence entre la dissimulation et la couverture, entre le tir de suppression et les tirs ciblés, entre se battre pour gagner et se battre pour survivre assez longtemps pour que l'aide arrive. Vous me préparez comme un soldat, dit Clara un soir alors qu'il s'entraînait à recharger dans la lumière déclinante. Je vous prépare à survivre à ce qui arrive. Elias corrigea l'angle de sa prise. Les soldats s'entraînent pendant des mois. Nous avons des jours. Je vous apprends le minimum dont vous avez besoin pour ne pas mourir immédiatement. Encourageant. C'est honnête. Il recula, la regardant recharger à nouveau. Mieux, faites-le encore 20 fois jusqu'à ce que vos mains s'en souviennent sans réfléchir. Clara répéta le mouvement encore et encore jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal et que le fusil lui semble une extension de son corps. Elias regardait sans commentaire, son visage gravé de concentration, et Clara réalisa qu'il était terrifié. Pas pour lui-même, mais pour elle. « Je ne gèlerai pas quand ça comptera », dit-elle doucement. « Vous ne le savez pas. Vous non plus, mais vous pariez votre vie sur moi de toute façon. » Elias la regarda par-dessus la cour qui s'assombrissait. « Je parie votre vie sur vous. C'est différent, n'est-ce pas? » Il ne répondit pas, se retourna simplement vers la grange où il avait renforcé le grenier en une position secondaire. Clara le regarda partir, comprenant enfin ce qui motivait sa préparation acharnée. La culpabilité. La culpabilité pour tous ceux qu'il n'avait pas réussi à sauver. Tous ceux qui étaient morts parce qu'ils étaient trop proches quand la violence l'avait trouvé. Elle ne serait pas un autre nom sur cette liste, elle s'en assurerait. Le 4e jour, un cavalier apparut sur la route sud. Il n'approchait pas, était juste visible à l'horizon, observant. Elias le repéra le premier et appela Clara à l'intérieur, la positionnant à une fenêtre avec le fusil, tandis qu'il prenait le côté opposé de la maison. « Sont-ce eux? » demanda Clara, le cœur battant. « Reconnaissance, pour confirmer que je suis ici. » La voix d'Elias était neutre, contrôlée. « Ne tirez pas avant que je vous le dise. » Ils attendirent 20 minutes pendant que le cavalier restait immobile au loin. Puis il se retourna et disparut par où il était venu, ne laissant que des traces dans la neige. « Ils savent, » dit Elias, « ce qui signifie qu'ils planifieront leur approche. Ils nous attaqueront probablement la nuit, essayeront d'utiliser l'obscurité pour se couvrir. Combien viendront? Ça dépend de combien Cutter veut ma mort par rapport à l'effort qu'il est prêt à dépenser. Ça pourrait être 3 hommes. Ça pourrait être 10. Elias s'éloigna de la fenêtre, vérifiant à nouveau les barricades. Nous avons prévu pour 10. Les mains de Clara tremblèrent légèrement alors qu'elle posait le fusil. 10 hommes contre 2. Les mathématiques étaient brutales. « Pouvons-nous gagner contre de telles chances? » demanda-t-elle. « Nous pouvons y survivre. Gagner, c'est différent. » Elias sortit son revolver et commença à le nettoyer avec des mouvements experts. « La maison nous donne l'avantage. Des approches limitées, une couverture, des positions défendables. Ils seront à découvert. Si nous sommes intelligents et chanceux, nous pouvons rendre le coup assez élevé. Pour qu'ils décident que ça n'en vaut pas la peine. Et si nous ne sommes pas chanceux, alors vous allez dans la cave à légumes et vous y restez, peu importe ce que vous entendez au-dessus de vous. Quand ce sera calme, vous courez en ville et direz au shérif ce qui s'est passé. » Ses mains ne cessèrent de bouger sur l'arme. « Ce n'est pas négociable, Clara. Si ça tourne mal, vous survivez. C'est la priorité. » Clara voulait argumenter, insister sur le fait qu'elle ne l'abandonnerait pas pour mourir seule. Mais elle reconnut le regard dans ses yeux, la résolution absolue qui ne tolérait aucun compromis. « D'accord, dit-elle, mais ça n'en arrivera pas là. »« Non, acquiesça Elias, bien qu'ils sachent tous les deux qu'ils mentaient. Ça n'arrivera pas. » Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Ils se relayèrent pour surveiller depuis différentes fenêtres, des corps de 2 heures qui s'étiraient à l'infini. Clara se surprit à écouter chaque son. Le vent contre les volets, les souris dans les murs, le craquement du vieux bois. Des sons normaux que sa peur transformait en menaces. Vers 3 heures du matin, pendant le quart d'Elias, Clara renonça au sommeil et le rejoignit dans la cuisine. Il était assis à table avec le revolver démonté devant lui, nettoyant chaque pièce avec un soin méthodique. « Vous ne pouviez pas dormir non plus ?» demanda Clara, en se versant du café de la cafetière qu'il avait gardé au chaud. « Je ne dors plus beaucoup. Pas depuis... » Il s'arrêta, la mâchoire crispée. « Depuis quoi? »
Elias resta silencieux pendant un long moment, sa main se déplaçant toujours sur les pièces de l'arme. Quand il parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Depuis que j'ai vu les hommes de Cotter brûler une famille vivante parce que le père avait témoigné contre lui, Thomas et moi étions censés les protéger. Les marshals fédéraux avaient promis un passage sûr, une relocalisation, de nouvelles identités, mais Cotter les a trouvés quand même. Ses mains s'immobilisèrent. Le père est mort en essayant de sortir ses enfants. La mère a sauté d'une fenêtre du 2e étage avec le bébé. J'ai sorti 2 enfants du feu, mais la plus jeune, elle n'avait que 4 ans. Elle était déjà partie quand je l'ai atteinte. Clara posa sa tasse, la gorge serrée. Je peux encore l'entendre crier, continua Elias, sa voix creuse. Chaque nuit, chaque fois que je ferme les yeux, elle est là, appelant à l'aide. Une aide que je n'ai pas pu donner assez vite. Elias, Thomas s'en est sorti indemne parce qu'il n'a pas hésité. Il a attrapé la mère et a couru pendant que j'essayais de sauver tout le monde. Il savait qu'on ne peut pas sauver tout le monde. J'ai dû l'apprendre en regardant un enfant brûler. Il commença à remonter l'arme avec des mains tremblantes. Voilà à qui vous vous êtes lié, Clara. Un homme qui a échoué quand ça comptait de plus. Clara contourna la table et fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle lui prit l'arme des mains et la mit de côté, puis attira sa tête contre son ventre et le serra pendant que ses épaules étaient secouées par un chagrin silencieux. Il ne pleura pas, ne fit aucun son, trembla juste comme un arbre dans un grand vent pendant qu'elle passait ses doigts dans ses cheveux et murmurait des mots de réconfort sans signification. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que les tremblements cessent et qu'Elias se retire, s'essuyant brutalement le visage. « Je suis désolé, dit-il. Vous n'avez pas besoin de me voir m'effondrer. » Tout le monde s'effondre. La question est de savoir s'il se relève. Clara s'assit à côté de lui assez près pour que leurs épaules se touchent. Vous avez sorti ces autres enfants. Vous avez sauvé des vies. Pas assez. Assez pour que ces enfants soient en vie pour grandir. Assez pour que vous vous battiez encore au lieu d'abandonner. Elle lui prit la main entrelaçant leurs doigts. Ce n'est pas un échec, Elias, c'est du courage. Il regarda leurs mains jointes comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire qu'elles étaient réelles. Je ne me sens pas courageux. Je me sens comme un lâche qui continue de fuir des fantômes. Vous ne fuyez plus. Vous tenez bon. Clara serra sa main. Nous tenons bon tous les deux. Elias se tourna pour lui faire face complètement. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle le vit sans armure, brut, vulnérable et humain. « Je ne peux pas vous perdre, » murmura-t-il. « Clara, je ne peux pas revivre ça. Alors nous nous assurerons que vous n'ayez pas à le faire. » Elle se pencha en avant et l'embrassa, doucement et brièvement, un geste de réconfort plus que de passion. Elias se raidit de surprise, puis l'embrassa en retour avec un désespoir qui parlait de solitude, de peur et d'un espoir désespéré. Quand ils se séparèrent, Clara posa son front contre le sien. « Nous survivrons à ça, dit-elle. Ensemble. Ce n'est pas un espoir, Elias, c'est une décision. » D'accord, sa voix était rauque, mais plus stable. Ensemble. Ils restèrent assis dans l'obscurité d'avant l'aube, se tenant la main. 2 personnes qui s'étaient mariées comme des étrangers et avaient trouvé quelque chose d'inattendu dans l'ombre de la violence. Pas l'amour, pas encore, mais la fondation sur laquelle ils pourraient grandir. Quand le matin arriva, ils retournèrent aux préparatifs avec une concentration renouvelée. Elias vérifia le périmètre tandis que Clara organisait les munitions et les provisions. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec une familiarité aisée. La distance prudente de leur première semaine était maintenant remplacée par une coordination inconsciente. Vers midi, Clara était dans la cave à légumes en train de sécuriser des récipients d'eau quand elle entendit Elias crier son nom. Elle attrapa le fusil et grimpa l'échelle, émergeant dans le chaos. 5 cavaliers approchaient de la lisière des arbres, se déplaçant rapidement, dispersés pour présenter plusieurs cibles. Elias était déjà à la fenêtre avant, le revolver dégainé. « Position !» aboya-t-il. « Ne tirez pas avant que je donne le signal. » Clara courut à la fenêtre latérale qu'il lui avait assignée, le cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine entendre. À travers l'étroite fente des volets, elle pouvait voir les cavaliers plus clairement maintenant. Des hommes durs, armes au poing, se déplaçant avec la coordination de gens qui avaient déjà travaillé ensemble.
les hommes de Cutter. Enfin, là, il s'arrête, cria Elias de sa position. Il s'installe hors de portée de fusil. Malin. Clary regarda les cavaliers s'arrêter à environ 300 mètres, assez loin pour éviter les tirs faciles, mais assez près pour maintenir la maison sous pression. Un homme descendit de cheval et leva un tissu blanc attaché à un bâton. « Ils veulent parler, dit Clara. C'est un piège. » Peut-être, ou peut-être qu'ils évaluent nos défenses. Elle regarda Elias de l'autre côté de la pièce. « Que faisons-nous? » Avant qu'il ne puisse répondre, un des cavaliers mit ses mains en coupe et cria à travers la distance. « Elias Crow, Monsieur Cutter veut vous parler. » La mâchoire d'Elias se serra. « Dites à Cutter d'aller au diable. » Ce n'est pas très amical. La voix portait facilement dans l'air froid. « Monsieur Cutter vous propose un marché. Sortez et parlez comme des hommes civilisés. Personne n'a besoin d'être blessé. » « Votre éclaireur est entré sur ma propriété armée, » cria Elias en retour. « Il a été bien blessé. » Une pause, puis, c'était malheureux. Monsieur Cutter regrette le malentendu, mais il est prêt à oublier le passé si vous êtes raisonnable. Raisonnable, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous sortez, nous avons une conversation. Peut-être que nous parviendrons à un accord qui n'implique pas de bain de sang. Elias regarda Clara et elle vit le calcul dans ses yeux. Il savait que c'était un mensonge. Il savait qu'il le tuerait dès qu'il mettrait un pied dehors, mais il l'envisageait quand même. Envisageait le sacrifice pour la garder en sécurité. « Ne le faites pas, » dit Clara doucement. « N'osez pas. Si je peux vous faire gagner du temps pour fuir... » Non. Elle se déplaça vers sa position, restant sous la ligne de la fenêtre. « Nous avons convenu ensemble. »« Clara, s'il te plaît... »« Ensemble, Elias, je ne négocie pas. » Pendant un long moment, il la fixa, le conflit se lisant sur son visage. Puis il se retourna vers la fenêtre et cria. « Dites à Cutter que ces marchés ne m'intéressent pas. S'il me veut, il peut venir me chercher. » « C'est décevant. » Le cavalier semblait presque regretter. « Monsieur Cutter pensait que vous étiez plus malin que ça, Crow. Il pensait que vous voudriez protéger cette jolie femme que vous avez trouvée. » Le sang de Clara se glaça. « Je suppose que nous devrons vous persuader tous les deux, » continua la voix. « Monsieur Cutter est patient. Nous pouvons vous attendre, vous faire sortir par le feu ou vous déterrer. C'est à vous de choisir comment ça se termine, mais ça se terminera avec vous morts et nous prenant ce que nous voulons de ce qui reste. » La main d'Elias se resserra sur son revolver. « Si vous la menacez encore, la négociation est terminée. »« La négociation est déjà terminée, mon ami. Maintenant, nous décidons juste de combien vous allez souffrir en premier. » Les cavaliers se retirèrent dans la lisière des arbres, disparaissant de la vue, mais pas de la menace. Clara savait qu'ils étaient toujours là, observant, attendant, planifiant leur approche. « Ils viendront ce soir, » dit Elias doucement. « Ils utiliseront l'obscurité pour s'approcher. Essaieront de nous submerger avec le nombre et la puissance de feu. Pouvons-nous les retenir? Ça dépend de combien ils me veulent par rapport au nombre d'hommes qu'ils sont prêts à perdre. » Il s'éloigna de la fenêtre, réfléchissant. « Nous devons rendre le coup prohibitif, les faire saigner pour chaque centimètre. » Ils passèrent l'après-midi à poser des pièges, des fils de détente connectés à des cloches, des chiffons imbibés d'huile positionnés pour créer des barrières de feu. Une préparation minutieuse qui pourrait leur faire gagner des secondes quand les secondes signifiaient la vie ou la mort. Elias travaillait avec une intensité concentrée et Clara suivait son rythme, repoussant la peur pour se concentrer sur ce qui devait être fait. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils prirent une position à l'intérieur de la maison. Elias avait assigné à Clara la fenêtre de la cuisine avec des lignes de vue claires sur l'approche est. Il prit la pièce de devant, avec des vues sur la route principale et la lisière nord des arbres. Entre eux, ils pouvaient couvrir toutes les routes d'attaque probables. « Souvenez-vous, » dit Elias alors que l'obscurité tombait, « des tirs ciblés. Ne gaspillez pas de munitions. S'ils pénètrent dans la maison, repliez-vous dans la cave à légumes et barricadez-vous. Et s'ils pénètrent dans la crème, ils n'iront pas aussi loin. » Il le dit avec une conviction absolue, et Clara comprit. Elias mourrait avant de les laisser l'atteindre. Elle voulait lui dire qu'elle l'aimait, voulait dire toutes les choses que la peur et les circonstances avaient gardées enfermées. Mais les mots semblaient inadéquats, trop petits pour l'énormité de ce à quoi ils faisaient face. Au lieu de cela, elle traversa la pièce et l'embrassa fort,
mettant tout ce qui n'était pas dit dans le contact. Elias la serra contre lui, une main s'emmêlant dans ses cheveux, l'embrassant en retour avec une intensité désespérée. Quand ils se séparèrent, ses yeux brillaient de larmes non versées. « Nous survivrons à ça, murmura-t-il. « Nous survivrons à ça, acquiesça Clara. Puis ils prirent leur position et attendirent que l'enfer arrive. La nuit noire tomba lentement, le ciel passant du violet au noir. Les yeux de Clara s'habituèrent progressivement à l'obscurité, distinguant les formes familières dans la cour. Le puits, la clôture, l'ombre de la grange. Ses mains étaient instables sur le fusil malgré la peur qui lui tordait les entrailles. Une heure passa, puis une autre. Le silence s'étira, tendu comme un fil. Puis la première cloche sonna. Le son était net et clair. Un des fils de détente près de la lisière des arbres. La voix d'Elias coupa l'obscurité. Côté est, Clara, surveillez les mouvements. Clara pressa son œil contre l'étroite fente des volets, scrutant l'obscurité. Au début, elle ne vit rien. Puis une ombre se détacha de la lisière des arbres, se déplaçant bas et vite vers la maison. « J'en vois un », appela-t-elle doucement. « Attendez mon signal. » L'ombre se rapprocha, 30 mètres, 20. Le doigt de Clara se resserra sur la gâchette. « Maintenant !» cria Elias. Clara tira. Le flash de la bouche du canon l'aveugla temporairement, mais elle entendit un cri de douleur. L'ombre tomba lourdement. Des tirs éclatèrent de plusieurs directions. Des balles s'écrasèrent sur les volets, faisant éclater le bois. Du verre se brisa quelque part dans la pièce de devant. Clara se baissa sous la fenêtre, rechargea, se releva, tirant sur une autre forme qui approchait de la grange. La maison se remplit de fumée et du rugissement assourdissant des armes. Clara perdit le fil des tirs individuels, continua juste à tirer et à recharger à un rythme mécanique tandis que le chaos explosait autour d'elle. « Il nous contourne !» cria Elias. « Surveillez la fenêtre sud !» Clara se retourna et vit des formes se précipiter sur le côté de la maison. Elle tira 2 fois, vit un homme tomber, ajusta et tira à nouveau. Le deuxième homme trébucha, mais continua d'avancer. Puis le feu jaillit dans la cour, les chiffons imbibés d'huile s'enflammant, créant un mur de flammes qui força les attaquants à battre en retraite ou à brûler. « Bien !» La voix d'Elias se fit entendre par-dessus les stères. « Gardez-les dans la zone de tir. » Les oreilles de Clara bourdonnaient. La fumée lui brûlait la gorge. Elle rechargea à nouveau, les muscles bougeant par entraînement plutôt que par pensée, et retourna à la fenêtre. Un homme grimpait par le volet est, son bras saignant, mais son arme stable. Clara pointa le fusil vers lui, mais ne fut pas assez rapide. Il tira le premier. La balle l'atteignit à l'épaule, la faisant tourner et la projetant contre le mur. La douleur explosa, blanche et brûlante, à travers son corps. Elle tomba lourdement sur le sol, le fusil lui échappant des mains. À travers le bourdonnement dans ses oreilles, elle entendit Elias crier son nom. Puis un coup de feu proche et assourdissant. L'homme qui grimpait par la fenêtre tomba en arrière, la moitié de sa tête arrachée. Elias fut soudain à côté d'elle, son visage blanc de terreur. « Clara, Clara, parle-moi. » « L'épaule, haleta-t-elle. « Pas morte. » « Mon Dieu. » Ses mains étaient sur elle, vérifiant la blessure avec des doigts tremblants. « C'est traversant. Vous saignez, mais... » « Clara, je dois vous emmener à la cave. » « Non. » Elle attrapa sa chemise avec sa bonne main. « Pas de fuite. On se bat. Vous êtes blessé. Je peux encore tirer. » Clara lutta pour s'asseoir malgré l'agonie qui irradiait de son épaule. « Aidez-moi à me lever. » « Clara, aidez-moi à me lever, Elias, maintenant. » Il la fixa un instant, le conflit, l'admiration et la peur se lisant sur son visage. Puis il la souleva délicatement, soutenant son poids pendant qu'elle attrapait le fusil avec sa main gauche. Dehors, les tirs avaient ralenti. Clara pouvait entendre des hommes crier, se regrouper. « Ils vont nous attaquer à nouveau », dit Elias. « Tous en même temps. Essayez de submerger notre position. Alors nous leur ferons payer. » La vision de Clara se brouilla, mais elle se força à se concentrer. « Combien en avons-nous eu? » « 3 à terre, c'est sûr, peut-être 4. » Il l'aida à se rendre à une autre fenêtre, une avec une couverture. « Ça laisse au moins un encore mobile. Probablement 2. Ce sont de meilleures chances. Ce sont toujours des chances suicidaires pour vous. »
Elias pressa son front contre le sien. Clara, s'il te plaît, mets-toi en sécurité pendant que tu le peux. Où tu vas, je vais. Elle se recula pour le regarder dans les yeux. C'est le marché, tu te souviens, ensemble. Avant qu'il ne puisse argumenter, une voix cria depuis l'obscurité. Crow, on arrive. Dernière chance de vous rendre. Elias retourna à sa position, éleva la voix. Venez alors, finissons-en. Un moment de silence haletant, puis ils vinrent. Deux hommes se précipitèrent de directions différentes, tirant en courant. Elias en abattit un avec 2 tirs, mais le second atteignit la porte d'entrée et s'y jeta de l'épaule. La barricade tint, mais à peine. L'homme tira à travers la porte. Le bois explosa vers l'intérieur. Elias se baissa à droite tandis que Clara tirait de la main gauche à travers la brèche. Son tir passa à côté, mais assez près pour forcer l'attaquant à reculer. Puis la porte céda. L'homme fit éruption, son arme se dirigeant vers Elias. Clara ne réfléchit pas, tira simplement. La balle l'atteignit en plein torse et il tomba en s'étouffant. Le silence s'abattit sur la ferme comme un poids physique. Clara et Elias se tenaient au milieu des débris, respirant fort, couverts de sang, de fumée et de poussière de plâtre. Pendant un long moment, aucun ne bougea, tous deux attendant la prochaine attaque. Mais aucune ne vint. « C'est fini ?» murmura Clara. Elias se dirigea vers la porte cassée, scrutant la cour avec son revolver levé. « Je compte 4 corps. S'il y avait un 5e homme, il est en fuite. » Clara glissa le long du mur, un épuisement soudain la submergeant. L'adrénaline s'estompait, ne laissant que la douleur et le choc dans son sillage. Elias fut instantanément à ses côtés, vérifiant sa blessure. « Nous devons nettoyer et penser ça. Pouvez-vous aller jusqu'à la cuisine? » « Je pense que oui. » Il l'aida à se lever et la porta à moitié jusqu'à la table, puis attrapa un chiffon propre et du whisky. Les minutes suivantes furent une agonie, alors qu'il nettoyait la blessure et la pansait fermement. Clara mordit une lanière de cuir pour ne pas crier. Quand ce fut fait, Elias se recula, les mains tremblantes. « Vous auriez pu mourir. Vous aussi. C'est différent, je vis en sursis depuis des années. Vous? » Sa voix se brisa. « Clara, vous avez une vie devant vous. Vous n'auriez pas dû la risquer pour moi. Je ne l'ai pas risquée pour vous. » Clara leva sa bonne main et toucha son visage. « Je l'ai risqué pour nous, pour ce que nous construisons ici, pour l'avenir que nous pourrions avoir si nous sommes assez courageux pour le réclamer. » Elias attrapa sa main et la tint contre sa joue, ses yeux se fermant. « Je ne vous mérite pas. »« Probablement pas, mais vous êtes coincé avec moi de toute façon. » Il rit, un son brisé qui aurait pu être un sanglot, et lui baisa la paume. Dehors, les premières lueurs de l'aube touchaient l'horizon. La bataille était terminée. Ils avaient survécu, mais le coup était écrit en sang et en trous de balles, et la connaissance que la violence pouvait revenir à tout moment. Pourtant, pensa Clara, alors que l'épuisement l'attirait vers le sommeil, ils s'étaient tenus ensemble. Ils s'étaient battus ensemble, et cela, au moins, valait quelque chose. Clara se réveilla à la douleur et à l'odeur de fumée qui s'accrochait encore à tout. La lumière du matin filtrait à travers les volets brisés, illuminant une maison transformée en champ de bataille. Des trous de balles parsemaient les murs. Du verre jonchait le sol. Des taches sombres marquaient les endroits où des hommes avaient saigné et étaient morts. Elle essaya de s'asseoir et haleta alors que le feu lui traversait l'épaule. Immédiatement, Elias fut là, la repoussant doucement sur le lit de fortune qu'il avait arrangé sur le sol de la cuisine. « Doucement, dit-il, vous avez perdu du sang, vous devez vous reposer. » Les corps, déjà enterrés avant l'aube. Son visage était hagard, les yeux cerclés de rouge par l'épuisement. « Je ne pouvais pas les laisser traîner dans la cour pour que vous les voyiez. » Clara l'étudia dans la lumière grandissante. Il avait nettoyé le sang de ses mains et de son visage, changé de chemise, mais la lassitude s'accrochait à lui comme un linceul. Elle se demanda s'il avait dormi du tout ou s'il avait passé les heures sombres à se débarrasser des morts et à se fortifier contre une autre attaque qui pourrait ne jamais venir. « À quel point la maison est-elle endommagée? » demanda-t-elle. « Réparable. La porte doit être remplacée. Les volets doivent être réparés. Mais la structure est solide. » Il l'aida à boire de l'eau dans une tasse en fer blanc. « Nous avons eu de la chance. Ça aurait pu être bien pire. » Elias. Clara attrapa sa main.
Nous avons gagné. Ils sont partis. 4 d'entre eux sont partis. Cutter est toujours là-dehors. Et maintenant, il sait exactement ce que nous pouvons faire. Elias s'éloigna, se dirigeant vers la fenêtre pour scruter la cour vide. Il enverra plus d'hommes, mieux préparés la prochaine fois, plus nombreux. Ou il décidera que nous n'en valons pas le coup. Les hommes comme Cutter ne pensent pas de cette façon. Chaque personne qui le défie et survit devient une menace pour son pouvoir. Il ne peut pas laisser ça passer. La voix d'Elias était neutre, vaincue. Je devrais partir, l'attirer loin d'ici avant qu'il n'amène une armée. Non. Clara lutta pour s'asseoir malgré la douleur. Nous avons déjà eu cette conversation. Vous ne partez pas. Clara, soyez raisonnable. Je suis raisonnable. Si vous partez, je suis sans défense contre quiconque Cutter enverra ensuite. Si vous restez, nous avons une chance. Elle le regarda de l'autre côté de la pièce endommagée. De plus, vous n'avez pas à prendre mes décisions pour moi. C'est ma maison. Mon combat maintenant. Elias eut l'air de vouloir argumenter, mais quelque chose dans son expression l'arrêta. Au lieu de cela, il retourna à ses côtés et l'aida à s'asseoir correctement, arrangeant des oreillers derrière son dos. « Vous êtes la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée, dit-il doucement. Heureusement que vous m'avez épousée alors. Un fantôme de sourire effleura sa bouche. Oui, heureusement. Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de la survie s'abattant sur eux. Puis Clara posa la question qui lui brûlait l'esprit depuis que les tirs avaient cessé. Est-ce que certains d'entre eux se sont échappés? Un, peut-être deux. Difficile de compter dans le noir. La mâchoire d'Elias se contracta. Ce qui signifie que Cutter sait avec certitude maintenant. Il sait où je suis. Il sait que je ne viendrai pas tranquillement. Il sait que vous êtes ici aussi. L'implication pesait lourdement entre eux. Clara était devenue une cible simplement en se tenant aux côtés d'Elias. Toute attaque future tiendrait compte d'elle, chercherait à l'utiliser comme levier ou à l'éliminer comme une menace. « Nous avons besoin d'aide, » dit Clara. Le bureau du shérif est à 3 miles dans une ville d'à peine 200 personnes. Il a un adjoint et une juridiction qui couvrent 3 comtés. Le temps qu'il puisse organiser quelque chose qui ressemble à une réponse, nous serions morts. Elias secoua la tête. La loi ne bouge pas assez vite ici pour avoir de l'importance. Alors que faisons-nous? Nous nous préparons pour la prochaine attaque et je... Il s'arrêta, le conflit se lisant sur son visage. J'ai une idée, mais vous n'allez pas l'aimer. Dites-le moi quand même. Elias prit une profonde inspiration. Je pourrais aller à Covenant, envoyer un télégramme aux marshals fédéraux qui ont traité l'affaire originale de Cutter. Ils ont juridiction sur les crimes qui traversent les frontières des États, et l'opération de Cutter en fait certainement partie. Si je peux les convaincre de venir, combien de temps cela prendrait-il? 1 semaine, peut-être 2 pour qu'ils se mobilisent. 2 semaines où vous êtes exposé en ville, où n'importe qui pourrait vous reconnaître, où Cutter pourrait envoyer quelqu'un pour finir ce qu'ils ont commencé. Clara secoua la tête malgré la douleur que cela lui causait. Trop dangereux. Rester ici est dangereux aussi. Au moins de cette façon, nous aurions des renforts qui arriveraient éventuellement. Clara y réfléchit. Le plan avait du mérite. Faire intervenir les forces de l'ordre fédéral changerait radicalement l'équilibre des pouvoirs. Mais le risque qu'Elias soit attrapé seul, vulnérable, loin de la position défendable qu'ils avaient construite ici, lui serra la poitrine de peur. « Nous y allons ensemble, dit-elle finalement. Vous êtes blessé. Je peux monter à cheval et je ne vous laisserai pas entrer en ville seule comme une cible dans une galerie de tir. » Clara lutta pour se mettre debout, utilisant l'épaule d'Elias comme soutien. « Nous y allons ensemble ou nous n'y allons pas du tout. » Elias eut l'air de vouloir argumenter, mais il avait appris à présent que l'entêtement de Clara égalait le sien. « D'accord, ensemble, mais nous attendons demain, pour vous donner le temps de guérir un peu plus. » « D'accord. » Ils passèrent le reste de la journée à se fortifier et à guérir. Elias barricada la porte et les volets cassés, tandis que Clara se reposait et reprenait des forces. Le soir, elle pouvait se déplacer dans la maison avec une douleur minimale, bien que son bras droit restât largement inutile. Alors que l'obscurité tombait, ils mangèrent ensemble à la table de la cuisine. Une nourriture simple qui avait le goût de la survie. Elias avait cuisiné, quelque chose que Clara ne l'avait jamais vu faire auparavant, et le geste semblait intime d'une manière qui allait au-delà de la subsistance.
Vous êtes un meilleur cuisinier que je ne le pensais, dit Clara. J'ai appris jeune, il le fallait, étant orphelin. Elias poussa la nourriture dans son assiette. Thomas a essayé de m'apprendre des recettes sophistiquées, mais je n'ai jamais réussi à faire quelque chose de plus compliqué qu'un ragoût. Thomas semble avoir été un bon ami. Le meilleur. La voix d'Elias s'adoucit de chagrin. Il a vu quelque chose en moi qui valait la peine d'être sauvé quand tout le monde ne voyait qu'une cause perdue. Il croyait que je pouvais être plus que ce que mon passé avait fait de moi. Il avait raison. Vraiment? Elias la regarda. Regardez ce que j'ai amené à votre porte, Clara. La mort, la violence et des hommes qui veulent brûler votre maison. Ce n'est pas le salut. C'est une malédiction. Clara tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Vous avez aussi apporté la protection quand je n'en avais aucune, le partenariat quand j'étais seul, quelqu'un prêt à se tenir debout et à se battre au lieu de fuir. Elle serra ses doigts. Ce n'est pas une malédiction, Elias. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je ne sais pas comment être ce que vous méritez. Vous n'avez pas à être autre chose que vous-même. C'est suffisant. Elias baissa les yeux sur leurs mains jointes, son pouce traçant de petits cercles sur sa paume. Quand ce sera fini, si nous survivons, je veux faire les choses bien. Vous courtisez correctement, vous donnez un vrai mariage au lieu de cet arrangement dans lequel nous sommes tombés. Le cœur de Clara s'emballa. Vous voulez rester? Si vous voulez de moi, pas comme un ouvrier agricole ou un nom sur un papier, mais comme un vrai mari, un partenaire. Il leva les yeux vers elle. Je sais que je ne suis pas ce que vous avez commandé. Pas le doux instituteur qui écrivait de la poésie. Mais je suis ce qui est arrivé, et quelque part en chemin, je suis tombé amoureux de vous. Les mots flottaient dans l'air entre eux, fragiles et féroces. Clara se leva, ignorant la douleur à son épaule, et contourna la table pour se tenir devant lui. Elias la regarda avec une vulnérabilité nue, toute son armure dépouillée. « Je suis tombée amoureuse de vous aussi, » dit Clara doucement. « Quelque part entre les réparations de la clôture, les leçons de sœur et la nuit où vous m'avez tenu pendant que je pleurais. Vous n'êtes pas ce que j'ai commandé, Elias Crow. Vous êtes tellement mieux. » Elle se pencha et l'embrassa, lentement et profondément, mettant tout ce qu'elle ressentait dans le contact. Elias la tira délicatement sur ses genoux, attentif à sa blessure, et l'embrassa en retour avec une tendresse qui lui fit mal à la poitrine. Quand ils se séparèrent et enfin, tous deux respirant fort, Elias posa son front contre le sien. « Nous survivrons à ça, » murmura-t-il. « Nous construirons quelque chose de réel. Plus de fuite, plus de cachette. Juste nous, cette terre et l'avenir que nous pourrons nous créer. » Ensemble, acquiesça Clara. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, se tenant l'un l'autre à la lumière de la lampe, tandis que la maison endommagée craquait autour d'eux et que la nuit se pressait. Demain, ils iraient en ville et enverraient chercher de l'aide. Demain, ils affronteraient le danger qui les attendait sur la route. Mais ce soir, ils savaient l'un l'autre, et c'était suffisant. Le matin arriva, froid et clair. Clara se réveilla dans les bras d'Elias, tous deux s'étant endormis tout habillés sur la chaise de la cuisine, ne voulant pas se séparer même pour le confort. Son épaule lui faisait mal, mais la douleur s'était atténuée pour devenir gérable. Elias bougea quand elle se déplaça, sa main se dirigeant immédiatement vers son revolver avant que la conscience ne revienne complètement. Puis il la vit et se détendit, une partie de la tension constante quittant ses épaules. « Bonjour, dit-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour, nous devrions nous préparer. » Ils se préparèrent pour le voyage avec une efficacité prudente. Elias seya les deux chevaux tandis que Clara emballait les provisions, les munitions, la nourriture, le certificat de mariage du pasteur Henriksen qui prouvait leur union légale. Elle aperçut son reflet dans le miroir fissuré au-dessus de la bassine et se reconnut la peine. Il y a 3 semaines, elle était une femme désespérée attendant sur un quai de gare. Maintenant, elle était quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui avait tué des hommes, survécu à un siège et était tombée amoureuse d'un étranger dangereux. La transformation aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, elle avait l'impression de devenir enfin celle qu'elle était toujours censée être. Ils partirent alors que le soleil montait vers midi, tous deux armés, tous deux vigilants. La route vers Covenant s'étendait vide devant eux, mais Elias les garda hors de la piste principale, choisissant plutôt de suivre la lisière des arbres où une couverture était disponible.
Si quelqu'un attend en embuscade, il nous attendra sur la route, expliqua-t-il. Nous restons dans les arbres. Nous pourrions les voir avant qu'ils ne nous voient. Clara hocha la tête, sa bonne main stable sur son fusil, tandis que les rênes reposaient lâches sur le pommeau de sa selle. Chaque ombre faisait bondir son pouls. Chaque son lointain envoyait une poussée d'adrénaline dans ses veines. C'était ce avec quoi Elias avait vécu pendant des années. Une vigilance constante, jamais vraiment en sécurité, attendant toujours que la violence le trouve. Elle comprenait maintenant pourquoi il avait tant essayé de la repousser. Ils étaient à mi-chemin de la ville quand Elias leva la main, s'arrêtant. Clara tira son cheval à côté du sien, suivant son regard vers un point devant où le sentier se rétrécissait entre deux affleurements rocheux. « Point d'embuscade parfait, dit Elias doucement. Si je devais tendre un piège, c'est là que je le ferais. Pouvons-nous contourner? Ça ajouterait 1 heure, et s'ils ont des éclaireurs, ils nous verront faire le détour et se repositionner. Il étudia le terrain avec un œil tactique. Nous pourrions les attendre, voir si quelqu'un se montre, ou nous pourrions déclencher le piège selon nos termes plutôt que les leurs. Elias la regarda vivement. À quoi pensez-vous? Vous contournez, vous passez par derrière. Je traverse par le milieu, j'attire leur attention. Quand ils se révéleront, vous aurez un tir net depuis une position couverte. Absolument pas. Vous êtes blessé et ils vous abattraient avant. Je suis un appât, pas une cible. Je continue de bouger, je reste bas, je me rends difficile à toucher. Le temps qu'ils me visent, vous serez déjà en train de tirer. Clara le regarda. Vous m'avez appris à penser tactiquement. C'est tactique. C'est du suicide. Non, rester ici à discuter pendant qu'ils se repositionnent potentiellement, c'est du suicide. C'est la meilleure chance que nous ayons. Elle se pencha et l'embrassa rapidement. Faites-moi confiance, je n'ai pas l'intention de mourir aujourd'hui. Elias semblait déchiré, détestant clairement le plan, mais incapable de trouver une meilleure alternative. Finalement, il hocha la tête. Vous restez bas. Vous continuez de bouger et à la seconde où vous entendez des tirs, vous descendez de ce cheval et vous trouvez une couverture. Compris? Compris. Il contourna largement, disparaissant dans les arbres. Clara attendit, comptant les battements de son cœur, lui donnant le temps de se mettre en position. Puis elle poussa son cheval en avant à une allure régulière. Le fusil tenu nonchalamment sur sa selle, mais le doigt près de la gâchette. Le sentier se rétrécit. Des parois rocheuses s'élevaient de chaque côté. La colonne vertébrale de Clara picota avec la sensation d'être observée. Puis, un homme sortit de derrière un rocher, le fusil levé. « C'est assez loin, Madame Crowe. » Clara s'arrêta, gardant son expression neutre malgré la peur qui inondait son système. L'homme était jeune, peut-être 25 ans, avec un visage dur et des yeux froids. Derrière lui, une autre silhouette bougea. Un deuxième tireur couvrant depuis une position élevée. « Vous connaissez mon nom, dit Clara. Devrais-je connaître le vôtre? »« Je m'appelle Pike. Je travaille pour Monsieur Cutter. » L'homme sourit sans chaleur. « Il est très intéressé par une conversation avec vous et votre mari. »« Mon mari n'est pas ici. »« Vous voyez, je ne crois pas ça. Un homme comme Crowe ne laisse pas sa femme monter seule. Pas avec la tournure des événements. » Le sourire de Pike s'élargit. « Alors, pourquoi ne pas lui dire de sortir pour que nous puissions tous parler civilisément? » L'esprit de Clara s'emballa. Elias serait en position maintenant, attendant son signal ou que Pike fasse une erreur. Elle devait juste les faire parler, garder leur attention sur elle. « Monsieur Crowe est parti en avance à Covenant, dit-elle. Il m'a renvoyé chercher des provisions. Nous avons oublié. » Pratique. Pike fit un pas de plus. « Je suppose que ça veut dire que vous êtes seul et sans protection. Vulnérable même. » « Je ne dirais pas sans protection. » Clara déplaça légèrement son fusil. « Je me suis bien débrouillé lors du dernier combat. 4 contre 2, et vous avez eu de la chance. Ça n'arrivera plus. » Le doigt de Pike se resserra sur sa gâchette. « Maintenant, vous allez descendre de cheval très lentement et venir avec nous. Monsieur Cutter veut rencontrer la femme assez stupide pour épouser Elias Crowe. Je pense que je vais passer mon tour. » Ce n'était pas une demande. Le deuxième tireur leva son fusil, visant directement la poitrine de Clara. Elle calcula les distances, les angles, le temps qu'il faudrait pour pointer sa propre arme. Les chiffres ne favorisaient pas sa survie. Puis la voix d'Elias coupa la tension. « Lâchez les armes ou je vous mets une balle à tous les deux. » Pike se retourna, pointant son fusil.
Le deuxième tireur essaya de suivre la nouvelle menace. Aucun ne fut assez rapide. Elias tira 2 fois depuis sa position dans les roches au-dessus. Le premier tir atteignit le tireur en hauteur à l'épaule, le faisant tourner et envoyant son fusil dévaler la pente. Le deuxième tir toucha Pike à la jambe, le faisant tomber à genoux. Clara leva son propre fusil, couvrant les 2 hommes pendant qu'Elias descendait des rochers. Il se déplaçait comme de l'eau, fluide et contrôlé, son revolver ne quittant jamais les cibles. « Clara, vous êtes blessée ?» appela-t-il sans quitter Pike des yeux. « Non, je vais bien. » Elias atteignit Pike et repoussa le fusil tombé d'un coup de pied, puis vérifia le deuxième homme qui gémissait en se tenant l'épaule ensanglantée. Satisfait qu'aucun ne représentait une menace immédiate,